déjà très nombreux à vous être connectés. Nous allons pouvoir donc commencer notre webinaire. Les retardataires nous joindront au fur et à mesure. Je vous présente Élodie Joanneau, qui va m'aider à vous présenter des placements revenus, générant des revenus complémentaires et destinés aux Français de l'étranger, qui est le thème de notre webinaire d'aujourd'hui. Et donc, moi, je m'appelle Patrick Fontan, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas déjà suivi nos webinaires précédents, et je suis le gérant du cabinet Moco Patrimoine. Comme je vous l'ai déjà dit, l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter des placements qui peuvent vous générer des revenus complémentaires tout de suite ou quand vous en aurez besoin plus tard, et qui sont accessibles aux Français de l'étranger, parce qu'on sait que vous rencontrez des problèmes quand vous allez voir vos banquiers habituels pour avoir accès aux placements qui pourraient vous intéresser. Donc, tous les placements, tous les véhicules dont on vous parlera au cours de ce webinaire sont des véhicules qu'on a testés et qui sont accessibles aux Français qui résident à l'étranger, y compris dans des pays qui sont pas des pays de l'Union européenne. Voilà, donc notre webinaire sera organisé en 3 thématiques distinctes. La première thématique, ce sera les titres financiers cotés, qui sont cotés sur les marchés financiers. On parlera d'actions, on parlera d'obligations, et Élodie vous exposera comment on peut se positionner sur des véhicules générateurs de revenus avec des actions et avec des obligations. La deuxième thématique de notre webinaire, c'est tout ce qui est immobilier. Donc, immobilier, c'est le placement générateur de revenus par excellence. Élodie nous expliquera une nouvelle fois qu'il y a 2 types d'immobilier. Il y a l'immobilier physique, c'est quand vous achetez un appartement, qui peut servir à la fois à générer des revenus et éventuellement à préparer soit un pied-à-terre, soit une retraite future. Et puis, il y a un deuxième sorte d'immobilier qui est l'immobilier sous forme de pierre-papier. Et Élodie vous donnera quelques idées d'investissement sur cette thématique-là. Troisième volet de notre webinaire et dernier volet, c'est tout ce qui est placement financier alternatif. On vous parlera un petit peu de crédits qui ne sont pas sur des marchés cotés, qui sont pas qui n'ont rien à voir, enfin qui sont pas de l'immobilier en direct ou indirect, mais qui vous permettent d'obtenir des placements, des revenus réguliers. Voilà. Et dans une dernière partie, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vous présentera un petit peu notre cabinet. Je vais passer la parole à Élodie, qui est une spécialiste des marchés financiers. Hein. C'est toujours à vous l'introduction. Elle veut pas. Donc, avant qu'on passe la parole à Élodie, je voulais juste vous donner quelques notions de finances élémentaires que vous devez déjà connaître d'ailleurs, avant d'aborder notre webinaire, pour qu'on ait un discours qui soit vraiment coordonné. Donc, Élodie et moi, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des prestidigitateurs, donc les placements qu'on peut vous présenter qui génèrent des revenus, c'est des placements dont le rendement va dépendre du risque que vous souhaitez prendre. Hein, c'est la loi d'airain de la finance. Plus vous souhaitez gagner d'argent, plus vous êtes obligé de vous exposer en termes de risque. Et donc, c'est à vous de définir en fonction du niveau de perte que vous êtes capable de supporter, le rendement que vous souhaitez obtenir. Et c'est en mixant ces 2 éléments que vous pourrez vous positionner sur tel ou tel produit d'épargne. C'est une notion qu'il ne faut jamais oublier. Parce que, comme on le disait, la finance, c'est pas de la magie. Si on veut un placement avec un rendement, avec un risque très faible, on aura un rendement assez faible aussi. Alors, une autre petite notion qu'on voulait vous préciser, c'est qu'est-ce qu'on entend par la performance d'un actif financier et en quoi elle se distingue du rendement. La performance d'un actif financier, vous achetez un actif à un instant T, vous le gardez pendant 3-4 ans. Ce placement, il va vous générer des revenus et une fois que vous allez le céder, il va vous générer une plus ou moins value. La performance d'un actif financier, c'est la conjonction de tous ces éléments. On va regarder combien vous avez injecté dans le placement, combien vous avez récupéré de flux financiers pendant la période de portage de cet investissement, et on va regarder ensuite combien vous avez récupéré de cash une fois que vous avez vendu
votre actif financier. On va en tirer de ces éléments-là deux notions. La première, qui est la plus utilisée en finance, qui est tout ce qu'on appelle le taux de rendement interne. Donc le taux de rendement interne, eh c'est ce qui mesure tous les flux qui ont été décaissés et encaissés par votre investissement. Donc un TRI de 5%, ça veut dire, par exemple, ça veut dire que la somme que vous avez mis au départ a généré 5% de rendement annuel chaque année pendant la durée de portage, en tenant compte à la fois des coupons que vous avez obtenus et de la plus ou moins-value que vous avez eue à la fin de l'opération. Il y a une autre manière de mesurer la performance qui se fait surtout en private equity, où là, on va mesurer le multiple, c'est-à-dire qu'on regarde combien vous avez investi et on regarde combien vous avez obtenu en sortant de votre investissement. Si vous investissez et que vous en retirez 200 à la sortie, bah, ça veut dire que vous avez fait naturellement un multiple de 2. Vous voyez bien que ce multiple de 2, il n'a pas la même valeur si votre placement il dure 2 ans ou s'il dure 10 ans. S'il dure 2 ans, c'est un excellent placement avec un taux de rendement interne qui va être élevé. Si vous êtes sur 10 ans, c'est un placement un peu plus pépère ou qui est encore intéressant, mais où le rendement est quand même beaucoup plus normal. Deuxième notion qu'on voulait vous exposer avant de rentrer dans le vif du sujet, on en a déjà un petit peu parlé. Comment on analyse le rendement d'un actif financier quand on dit je vais acheter une obligation qui rapporte 8%, par exemple, il représente quoi ces 8%? Il y a deux notions qui rentrent dans les 8%. La première, c'est ce que j'appellerais entre guillemets la matière première de votre placement. La matière première de votre placement, c'est le taux d'intérêt financier sans risque qui correspond à la durée de votre placement. Globalement, on considère que le taux d'intérêt sans risque, c'est le taux des obligations d'État, et plutôt d'État bien coté. On peut par exemple considérer que l'emprunt allemand, 10 ans, est un bon support de départ pour analyser le taux sans risque d'un placement financier si vous avez un placement d'une durée équivalente. Alors, à cette composante taux, donc vous voyez, vous allez être sur un emprunt d'État à 10 ans en Allemagne, vous êtes à peu près, je ne sais plus, à 2,50 à peu près, un petit peu plus. Et donc, si pour arriver aux 8%, on va rajouter tout ce qui fait que votre placement, il n'est pas sans risque. Sinon, vous auriez 2,50. Et donc, le risque, ça va être le risque de défaut. Ça veut dire que la société qui émet l'obligation, elle n'est pas capable de payer soit le coupon, soit le capital à la fin. Donc ça, c'est une notion qui est importante quand on achète un actif financier. Et puis aussi, ne pas oublier la liquidité relative de l'actif. Si vous achetez une obligation et que vous ne pouvez pas la céder sur un marché avant l'échéance, ça vaut moins. Si vous ne pouvez pas avoir de liquidité sur cet actif, vous allez demander plus de rentabilité que si vous pouvez vous en débarrasser quand vous le souhaitez en fonction de l'évolution des marchés. Et donc là, ce qui va représenter la différence entre les 2,50 et les 8%, c'est cette double notion de défaut et de liquidité. Voilà, on en a fini avec les définitions. On va rentrer dans le dur du webinaire avec Elodie. Donc l'objet de notre webinaire, c'est de vous présenter des placements qui sont accessibles aux Français de l'étranger et qui combinent un couple rendement-risque qui nous paraît intéressant de conseiller à nos clients. Elodie, j'en ai fini. Maintenant, on rentre dans les placements et on a parlé d'abord des placements cotés. Placement coté, action, obligation, on vous écoute. Exactement. Donc, dans une première partie, on voulait d'abord reprendre, on va dire, les éléments de base avec qu'est-ce qu'une action finalement de rendement, qu'est-ce qu'une obligation de rendement, et après s'intéresser aux véhicules que vous allez retrouver de manière plus facile, qui sont les OPCVM, qui sont des regroupements d'actions ou regroupements d'obligations. Donc, pour partir de la base, les actions de rendement, tout simplement une société qui est cotée, elle va dégager un excédent de trésorerie après avoir financé leur investissement et leurs dépenses courantes. Et cet excédent, soit il est immobilisé en trésorerie pour d'autres investissements, ou il peut être redistribué aux actionnaires. Donc,
quand vous achetez des actions sur le marché directement, vous devenez actionnaire et la société peut décider chaque année de délivrer un dividende. Également, il y a le système de rachat d'actions. On va passer un Le petit peu rachat là-dessus. d'actions, en Mais, fait, quand une société rachète des actions, elle ne verse pas des revenus par ouais. définition, puisqu'elle élimine des actions de son capital. Par contre, elle contribue à la performance en ce sens que, normalement, l'action vaut plus cher puisqu'il y en a moins. Voilà. Mais on vous en avait parlé, mais ça n'a rien à voir avec le rendement, en fait, le rachat. Donc les dividendes, lorsqu'on essaye de constituer un portefeuille d'actions de rendement, on va vraiment s'intéresser sur les dividendes historiques que les sociétés versent. Donc ça va pas forcément être des valeurs, on va dire, technologiques ou de croissance qui ont besoin du coup d'investir et dont la valorisation en fait peut, enfin on voit sur les valeurs technologiques peut très vite se décupler. Là, l'objectif c'est vraiment de trouver des actions où on ne va pas viser la valorisation de l'action, ça va pas être forcément le premier objectif, mais plus de savoir est-ce qu'elle verse un dividende continu et qui peut être intéressant. Donc vous allez avoir différents secteurs en fait qui sont assez référencés euh, dans un versement de dividendes. On va retrouver les foncières cotées, les utilities comme Engie, les télécoms ou encore les bancaires. Donc on peut tout à fait se constituer un portefeuille d'actions de rendement en direct euh, pour percevoir en fait des dividendes qui peuvent aller de 5% à plus de 7-8, hein, notamment sur les bancaires. Lorsqu'il y a des bonnes années, ça peut avoir des dividendes assez intéressants. Et on est souvent sur quand même des grosses capitalisations. On va pas forcément aller sur des petites PME qui forcément vont pas pouvoir tout de suite verser un dividende. Donc, vous voyez, deux éléments à retenir sur les actions de rendement. Ce sont des sociétés qui sont souvent déjà bien établies sur leur marché, qui n'ont pas besoin d'investir beaucoup dans leur développement. Doctolib, par exemple, ça sera jamais une action de rendement dans les 15 prochaines années, parce qu'elle a besoin de mobiliser toute sa trésorerie pour son développement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est intéressante de noter sur les actions de rendement, c'est que historiquement, pendant les 30 dernières années, les actions, les dividendes de sociétés qui étaient cotées en bourse, ils rapportaient moins que les obligations. Là, vous avez des exemples où Engie, par exemple, le rendement de l'obligation Engie, il est supérieur au coupon qu'elle va distribuer sur une obligation. Donc, c'est une situation qui est assez intéressante parce que vous avez à la fois du rendement et vous avez la possibilité de capter la plus-value si l'action progresse en bourse. Par exemple, Orange, qui a beaucoup progressé cette année en bourse, ça rapporte quand même pas mal. Donc, évidemment, pour en terminer avec les actions de rendement, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas acheter des sociétés qui ont versé des dividendes élevés en 2024 et qui sont incapables de les verser en 2025 parce qu'elles n'ont pas la trésorerie pour les payer. Si vous aviez acheté des actions Atos en 2020, le rendement était probablement élevé, mais une fois qu'ils ont annoncé les mauvaises nouvelles et qu'ils n'avaient plus la trésorerie pour payer les dividendes, c'était plus une bonne affaire. Elodie, voilà pour les actions de rendement. Alors maintenant, on va parler de l'obligation, le placement encore plus pépère, c'est les obligations. Pour les obligations, du coup, là, on n'est plus vous rentrez pas au capital en fait d'une société. Vous investissez dans un type de créance, vous souscrivez en fait à la dette de la société cotée qui va émettre, là, je parle des sociétés, mais foncièrement, vous allez acheter en fait de la dette. Après, il va y avoir différentes catégories d'obligations. Les obligations des sociétés, elles sont pas accessibles aux particuliers comme ça, comme pour la bourse où vous pouvez acheter une action et suivre tout de suite et revendre et en tout cas agir directement sur des plateformes de trading. Les obligations, c'est un marché qui est vraiment à part et réservé aux professionnels. Et en tout cas, pour investir sur une obligation en direct d'une entreprise, il faut pouvoir débourser plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça ne va pas intéresser une société cotée d'avoir un investisseur à hauteur de 1 000 euros. Lorsqu'ils émettent des émissions obligataires, c'est quand même pour des très gros montants. Donc c'est un marché qui est vraiment à part. Donc
peu accessible aux particuliers en tant que tel. Mais Oui, du coup, on accessible verra après aux par la suite particuliers fortunés, en fait. aux particuliers, sinon très fortunés. Mais pour acheter une obligation. Donc, en tout cas, on reste assez très, très restreint et très concentré. Mais on le verra qu'il y a, du coup, via les fonds, c'est beaucoup plus accessible. Et après, vous avez aussi l'univers des obligations d'État, donc là qui sont un peu plus accessibles hein, au niveau du particulier. Il faut quand même passer, vous passez pas comme ça, c'est pas vous qui pouvez vous connecter et acheter directement une obligation. Il faut passer quand même par votre banque. Et là, on en a parlé dans l'introduction, mais forcément, plus un État va être en risque, plus il va y avoir une prime de risque plus élevée. Donc les pays émergents aujourd'hui, vous pouvez tout à fait souscrire à des obligations d'État qui vont rémunérer entre 7 et 12%, alors qu'aux États-Unis ou en Europe, on va plutôt être aux alentours entre 2 et 4%, de manière plus classique. Donc ça, je vais pas Alors, forcément m'étendre dessus. juste pour résumer, donc les obligations, trois catégories, les obligations d'État, les obligations d'entreprise bien notées, les obligations d'entreprise moins bien notées qu'on appelle high yield. Évidemment, plus vous êtes sur le risque, plus vous avez du rendement. Ensuite, deuxième notion qui est importante, c'est que le rendement n'est pas le même en fonction des zones géographiques. Actuellement, les zones qui rapportent, ce sont les pays émergents. Alors traditionnellement, ça rapporte plus dans les pays émergents parce que le risque est plus fort. Vous vous rappelez, la liquidité, le risque, ça joue quand même dans la rémunération d'un actif financier. Donc c'est plus élevé dans les pays émergents. Mais aux États-Unis aussi, compte tenu du fait que il y a des anticipations inflationnistes, du fait que le taux directeur de la Banque centrale américaine est encore assez élevé, on se retrouve avec du rendement aux États-Unis. Avec évidemment, si vous achetez aux États-Unis, le risque de change pour ceux qui souhaitent être payés en euros. Mais aujourd'hui, il y a une grosse différence entre les obligations émises dans les pays émergents et aux États-Unis, que ce soit des obligations d'État ou des obligations d'entreprise, qu'en Europe, où on a fait l'essentiel du chemin de la baisse des taux après la brusque hausse en 2022. Dernière chose que je voulais dire sur les obligations, certes, ce sont des placements qui sont un peu plus pépères, puisque vous avez votre coupon qui arrive tous les ans, mais si vous souhaitez vendre votre obligation avant qu'elle arrive à échéance, vous allez quand même avoir un risque de plus ou de moins-value. Pourquoi? Parce que sur les marchés financiers, quand les taux d'intérêt sont orientés à la hausse, la valeur de votre obligation, elle va mécaniquement baisser. Elle va baisser parce que l'investisseur qui pourrait vous racheter votre obligation quand vous souhaitez la céder, lui, il va regarder ce que le marché lui offre. Si le marché lui offre 1% de plus que le coupon de votre obligation, il va vous demander de baisser le prix de votre obligation pour reconstituer le rendement qu'il aurait eu en achetant une obligation équivalente sur le marché. Donc c'est plus pépère que les actions, les obligations, mais il y a quand même un risque de volatilité. Juste pour vous indiquer, quand la période post-pandémique, après la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt ont beaucoup remonté partout dans le monde et les obligations ont pu perdre entre 7 ou 8% et 25 à 30% pour celles dont la durée était la plus longue. Donc, elles ont repris une grande partie de cette baisse avec l'assouplissement monétaire des banques centrales, mais c'est pour vous dire qu'il faut faire attention au niveau des taux, ou alors il faut garder son obligation jusqu'à son échéance. Alors, ensuite, donc, du coup, vous avez un véhicule qui va être quand même plus accessible et plus diversifié. Ce sont les fonds plus communément appelés les OPCVM, c'est les organismes de placement collectif de valeurs mobilières. En fait, vous avez une société de gestion qui va créer son fonds, qui soit action ou obligataire, par exemple, ou diversifié. Hein. Il y a des fonds qui peuvent mixer les deux stratégies. Et son objectif, c'est de créer un portefeuille lui-même, et c'est lui qui va gérer le fonds avec un portefeuille action ou un portefeuille obligataire.
Donc ça, vous allez les retrouver dans pas mal de véhicules. Et du coup, après, dans une deuxième partie, on s'intéressera sur les supports d'investissement sur lesquels vous pouvez investir ou retrouver tel type de véhicule. Mais les OPCVM, ça va vraiment vous permettre de diversifier votre risque finalement, parce que quand vous investissez en actions ou en obligations quand c'est possible, vous allez investir dans une action en direct et donc du coup le risque est à son maximum. Les OPCVM, vu que vous diluez le risque, que ce soit en termes de géographie, de secteur et d'avoir directement un portefeuille action, bah forcément vous allez avoir une gestion qui est faite pour vous et quelque chose de beaucoup plus diversifié, donc de moins risqué. Bien évidemment, vu que c'est une équipe derrière et une société de gestion, il y a des frais qui sont pris directement lors de la gestion du fonds, c'est ce qu'on appelle des frais de gestion, qui sont assez généralement entre 1 et 1,5 pour les OPCVM obligataires et qui peuvent aller jusqu'à 2,5 pour les OPCVM actions de rendement. Tout ça, à chaque fois, bien évidemment, c'est transparent et c'est indiqué. Hein. Ce qui importe, c'est toujours la performance que vous avez nette de ces frais. Vous avez après deux types en fait d'OPCVM. Il y a les OPCVM de capitalisation qui vont pas avoir de vocation à verser de revenus, notamment si c'est un OPCVM action qui du coup va avec un portefeuille action les actions vont verser des dividendes, les dividendes vont tout de suite être réinvestis à l'intérieur de l'OPCVM. Et vous avez des OPCVM de distribution où là, la distribution est directement versée en tout cas sur le support en fonction du support que vous choisissez. Donc ça, c'est toujours important. Il faut toujours choisir un OPCVM de distribution si vous êtes dans une recherche de revenus complémentaires. Enfin, dernière chose, il y a eu l'émergence depuis quelques années des ETF qui sont des trackers, donc c'est-à-dire qu'ils vont suivre un indice. Donc là, il n'y a pas d'équipe en fait de gestion derrière. Il va pas y avoir de choix de gestion. On va vraiment répliquer un indice, enfin ce que fait en tout cas un indice. Vous pouvez avoir la réplication des grands indices mondiaux, le MSCI World, l'indice américain, le S&P 500. En France, c'est le CAC 40. En Europe, c'est l'Eurostoxx 50, par exemple. Il y a la même chose sur la partie obligataire. Et du coup, cette émergence en fait de trackers, du fait qu'ils ont beaucoup moins de frais, parce qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas de gestion, donc forcément les frais sont très très réduits de ce point de vue-là. Il y a des ETF de distribution qui existent et qui du coup peuvent faire partie d'une allocation lorsqu'on souhaite se créer un portefeuille. Donc pour faire une synthèse, finalement, les OPCVM, ça permet de confier la gestion à des professionnels qui sont là pour ça. Il y a des analystes et des gérants. Donc, les analystes, ils vont vraiment étudier les bilans des entreprises lorsqu'on n'a pas forcément le temps de le faire, lorsqu'on crée son portefeuille action notamment. Donc, vous mutualisez le risque parce qu'on diversifie. Et après, vous allez avoir un investissement qui va être finalement très accessible parce que les OPCVM, ça va être quelques centaines ou quelques milliers d'euros pour certains en tout cas. Donc c'est très accessible lorsqu'on se crée un portefeuille. Et quand vous investissez dans un OPCVM, vous pouvez quand même choisir une spécialisation, un OPCVM qui a des objectifs qui correspondent à votre attente. Si vous considérez par exemple que c'est intéressant aujourd'hui d'investir dans les obligations américaines, ben vous pouvez choisir un OPCVM qui est spécialisé sur cette région géographique-là. Si vous souhaitez avoir du rendement, vous pouvez investir dans un OPCVM obligataire qui va investir que dans des sociétés qui rapportent du rendement. Donc vous avez quand même la main pour choisir le type de risque et le type de rendement que vous allez obtenir. Alors, on a juste mis comme ça à titre indicatif une petite liste de fonds qui correspond un peu à ce qu'on aime bien aujourd'hui. Après, dans 6 mois, le contexte aura changé. Mais aujourd'hui, on a une société qu'on aime bien qui s'appelle ASG Capital, qui est installée aux États-Unis, qui gère un fonds qui s'appelle ASG Dynamic Income. C'est un fonds obligataire plutôt sur de la dette hybride américaine. Donc aujourd'hui, c'est un fonds qui rapporte du 7%. Vous pouvez investir soit en dollars, soit en euros. Il y a 6 mois, on conseillait à nos clients d'investir sur la part euro couverte, qui gagnait un peu moins que la part non couverte, mais qui était protégée
des fluctuations de change. Aujourd'hui, compte tenu de la baisse du dollar, c'est jouable, à notre avis, de pouvoir se positionner sur l'appareil mis en dollars. Donc, vous avez des belles sociétés qui vous rapportent un rendement cible de 7% à peu près aujourd'hui, et vous êtes exposé au dollar, par contre. Vous avez un deuxième type de fonds qui rapporte pas mal au niveau du rendement, c'est les fonds qui sont spécialisés sur les obligations bancaires subordonnées. Donc, subfin, pour subordonnées financières. Il y a un fonds, par exemple, qui a été créé par la société Tikeo, qui est spécialisée sur la dette, qui se positionne, vous savez, sur ces obligations qui sont entre les obligations classiques seniors et les actions. Donc, ce sont ces obligations qui sont payées après que les obligataires les plus sécurisés étaient payés. Donc, elles supportent un peu plus de risques. Mais en contrepartie, vous avez quand même des émetteurs qui sont solides, hein, ce sont les grandes banques européennes, et vous avez plus de rendement. Donc, ça, on aime bien aussi. On vous a mis un troisième fonds pour illustrer un peu tout ce que a dit Elodie. On vous a mis un ETF obligataire qui est spécialisé sur les obligations américaines et émis en dollars. Donc là, vous avez encore un peu plus. Vous avez 8%. Vous avez des émetteurs qui sont un peu plus risqués que SG Dynamic Income, mais vous êtes sur un ETF. Donc vous avez des frais qui sont réduits. Et vous êtes exposé un peu sur la même thématique que SG Dynamic Income. On vous a mis un fonds d'action de rendement qui s'appelle Mandarin Equity Income, qui a une part distribution. Donc vous gagnez un peu moins qu'avec les fonds qu'on a sélectionnés précédemment, mais vous pouvez bénéficier des éventuelles plus-values du portefeuille de société. Et dernière illustration qu'on a voulu vous exposer, c'est un fonds qu'on appelle dans le jargon financier un fonds daté, un fonds à échéance. C'est quoi la philosophie des fonds à échéance? Vous vous rappelez, on vous a dit que les obligations, leur valeur fluctuait sur les marchés en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, notamment. Il y a des sociétés de gestion qui ont créé des supports obligataires avec pour objectif de garder les obligations jusqu'à leur terme. Donc, quand vous rentrez dans ces fonds-là, par exemple, Carmignac Crédit 2031, vous savez que vous allez garder votre obligation jusqu'en 2031. Donc, en contrepartie du fait que vous acceptiez tacitement de renoncer à la liquidité de votre placement, vous aurez de la visibilité sur le rendement et vous n'aurez pas à supporter de plus-value ou de moins-value puisque vous serez payé à l'échéance, si tant est que l'émetteur de l'obligation ait l'argent pour vous rembourser l'obligation en 2031. Mais globalement, vous êtes sur un schéma où vous pouvez vous projeter en vous disant Carmignac Crédit, objectif de rendement 5,20, je vais avoir mes 5,20 jusqu'en 2031 et après je suis remboursé de mon capital. Voilà un petit peu la philosophie des fonds datés. Carmignac Crédit, c'est une société qui est tout à fait légitime pour proposer ce type de produit. Alors, on a fini avec les actifs financiers. Maintenant, c'est les supports. Donc, comment vous pouvez investir dans les supports dont on vient de vous parler? Du coup, vous avez différents véhicules où vous allez pouvoir loger les supports d'investissement qu'on a énumérés juste avant. Le premier, c'est le compte titre, où là, alors c'est pas forcément évident de pouvoir l'ouvrir auprès de votre banque française aujourd'hui, mais on a des partenariats qui nous permettent en fait de travailler avec les non-résidents. Donc c'est pas impossible. Le compte titre, il va permettre de pouvoir loger que ce soit des actions, des obligations en direct ou sous forme de PCVM. Vous pouvez tout loger à l'intérieur. Simplement, vu qu'on s'adresse à une clientèle de non-résidents, les partenaires avec qui on travaille, forcément, vont demander un minimum. On est aux alentours de 100 000 euros. On ne peut pas ouvrir un compte titre, malheureusement, à hauteur de 1 000, 2 000 euros. Ça, c'est pas possible. Bon, de toute façon, 1 000, 2 000 euros, c'est pas avec ça que on va pouvoir générer beaucoup de revenus complémentaires. Mais ça, c'est pour vous dire que forcément, les montants vont avoir un seuil assez important, mais c'est tout à fait possible, ça reste ouvert à la clientèle de non-résidents et à l'intérieur, vous allez pouvoir tout retrouver. Le plus souvent, on passe par une gestion déléguée avec des sociétés de gestion qui vont pouvoir vous modéliser une allocation et la suivre, mais
qui dit gestion déléguée, dit gestion déléguée souple, c'est-à-dire qu'on a des partenaires qui sont tout à fait ouverts par rapport à vos souhaits d'investissement et avec certains critères qu'on va leur donner, du coup de pouvoir modéliser au mieux l'allocation qui vous convient. Et en tout cas, après, de vous le gérer, vous gérez enfin pour ça, c'est le premier véhicule. Ensuite, vous allez avoir l'assurance vie, qu'elle soit française ou luxembourgeoise, c'est pareil, c'est disponible pour les non-résidents, même si votre banque vous dit, non, 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 on fait pas d'assurance vie, surtout française. C'est possible, il n'y a que quelques partenaires. Ça se compte sur les doigts d'une main, il faut quand même le savoir. Mais finalement, ceux qui permettent en fait de travailler avec les non-résidents, ça reste des contrats qui sont modernes, qui s'adaptent avec le monde d'aujourd'hui aussi, parce qu'on est beaucoup quand même en mobilité et finalement on va pouvoir tout retrouver. C'est plutôt les anciens contrats qui ont du mal à se moderniser, qui veulent pas forcément s'ouvrir aux non-résidents. Donc finalement, c'est des très bons contrats. On va dire l'avantage de l'assurance vie pour les personnes qui sont un peu plus prudentes, c'est d'avoir accès au fonds en euros, qui est très français, qui est du coup garanti en capital. Et après, vous avez l'univers qu'on appelle des unités de compte. On va retrouver pas forcément de titres en direct dans les assurances vie françaises, mais plutôt des OPCVM, actions, obligations, mais aussi des choses un peu plus alternatives, si on peut dire ça. Vous allez retrouver aussi des fonds immobiliers ou sur du non-coté ou des supports assez spécifiques. Donc, il y a vraiment toute une palette. Il y a à peu près à chaque fois 1000 supports. Hein. Donc, nous, on est là pour vous aider et vous aiguiller dans l'allocation et le suivre aussi derrière. Ça reste des choix qui vont être, on va dire, limités, mais limités à 1000. Donc, ça reste quand même assez diversifié. Le seul, on va dire, la seule mécanique, vu qu'on est dans cet objectif de générer des revenus complémentaires, c'est que là, il va falloir faire à chaque fois des rachats. Mais c'est tout à fait possible de programmer ce qu'on appelle des rachats partiels programmés. De dire déjà, voilà, j'ai envie de racheter tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres ou de manière annuelle, de manière automatique. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est l'assurance vie française et l'assurance vie luxembourgeoise. Là, on va avoir un choix beaucoup plus large parce qu'il n'y a pas en fait de liste qui est déjà prédéfinie. C'est l'avantage de l'assurance vie luxembourgeoise, sauf qu'elle va demander un montant minimum aussi d'investissement qui va être beaucoup plus fort qu'une assurance vie française où il y a des contrats à partir de 1500 € que vous pouvez ouvrir. L'assurance vie luxembourgeoise, il faut avoir déjà un patrimoine assez conséquent financier d'1 million. Et après, vous pouvez ouvrir des véhicules à partir de 125 000. Mais ça demande du coup un patrimoine assez conséquent. Par contre, il n'y a aucune contrainte sur les supports d'investissement, notamment les ETF obligataires assez spécifiques. On ne va pas forcément les retrouver sur les assurances vie classiques. Dans l'assurance vie luxembourgeoise, on peut référencer ce qu'on veut. Donc ça va être assez intéressant lorsque vous pouvez le faire. Et après, en termes de fiscalité, c'est pas forcément le sujet, mais l'assurance vie luxembourgeoise, ça va être transparent, ça va être vraiment par rapport au pays lorsque vous voulez retirer. L'assurance vie française, elle a sa fiscalité propre. Donc, on ne rentre pas dans le détail, mais en France, il y a les prélèvements sociaux. Au moins, ça, vous les avez pas. Mais vous avez quand même un forfait qui sera prévu. On pourra rentrer dans le détail plus tard. Ou si, en tout cas, si vous avez des questions. Alors, Elodie, on a vu les placements financiers. Je crois qu'on a compris quels étaient les placements générateurs de revenus qui étaient accessibles aux Français de l'étranger, comment on pouvait investir dessus. Maintenant, on va aborder le deuxième thème de notre webinaire, qui est le placement immobilier. Alors, concernant l'immobilier, vous avez l'immobilier classique. Ça, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais vous achetez un appartement, vous le mettez en location. On va dire l'inconvénient principal, surtout pour les non-résidents, c'est la gestion. C'est trouver une bonne agence de gestion, savoir si c'est bien entretenu, etc., etc., gérer les locataires. Ça, on va dire que c'est le point un peu noir qui ressort lorsqu'on a des personnes qui sont pas présentes. C'est difficile de suivre et du coup d'avoir cette contrainte un peu de gestion qui peut être lourde sur certains parcs immobiliers. Le rendement, évidemment, il va fluctuer en fonction de la localisation du bien. Si je reste en France, un bien à Paris à plus de 10 000 € du mètre carré et un bien comme des villes, on a pris des villes qui sont vraiment pas très chères au prix au mètre carré, comme Saint-Étienne ou Limoges, où je pense que ça dépasse pas
les 3 000 euros du mètre carré, forcément, ça va impacter votre rendement. Ce qui est important, c'est de choisir une bonne localisation qui est en tension, enfin une ville qui est en tension locative pour éviter la vacance et du coup les loyers qui ne tombent pas. Et bien évidemment, après, il peut y avoir sur du long terme, quand vous achetez un bien immobilier, il faut avoir toujours cette notion d'essayer un peu d'estimer les travaux qui peuvent être euh, amenés à arriver sur une vingtaine, trentaine d'années, que ce soit ravalement, ce genre de choses, tous les gros coûts. Euh, donc tout ça, ça s'étudie, ça se modélise pour essayer de trouver l'acquisition qui pourrait vous correspondre le mieux. Donc c'est vraiment euh, un, un type d'investissement qui est assez classique, hein, que ce soit dans du neuf ou dans l'ancien. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Euh, mais pour une ville, en tout cas comme Paris, il ne faut pas s'attendre à des rendements qui vont dépasser les 3%. Ça, c'est sûr. Donc, il vaut mieux s'orienter sur des villes de province, mais avec un risque qui peut être associé à côté. Il existe après deux autres types d'investissements qui vont avoir l'avantage d'une gestion qui est faite pour vous. Donc, ça permet un peu d'avoir cette tranquillité d'esprit lorsqu'on veut investir dans l'immobilier ou lorsqu'on veut diversifier. Si on a déjà un peu un parc immobilier classique et qu'on ne veut pas forcément l'alourdir en termes de gestion, ça peut tout à fait aussi avoir du sens. Dans un premier temps, il y a l'immobilier, ce qu'on appelle géré, c'est des résidences de services. Donc, le plus courant et qu'on va retrouver, qui marche assez bien et qui est pas très cher, c'est les résidences étudiantes. Forcément, vu que c'est des petits studios, le prix va être plus faible, avec une rentabilité qui va être assez intéressante, autour de 4-5% à peu près. Et après, vous avez d'autres styles de résidences de service, type résidence senior, EHPAD, ça peut être des résidences de tourisme. Mais là, on va avoir forcément des montants qui vont être un peu plus conséquents. L'inconvénient, c'est que vu que c'est des résidences de service, vous n'allez pas pouvoir comme ça occuper le bien si vous en avez besoin. Euh, L'avantage, c'est que c'est géré par un bailleur et qui du coup vous garantit entre guillemets votre loyer, parce que même s'il n'y a pas la vacance, il n'y a pas de sujet en fait de vacances locatives en tant que tel, sur l'année, vous savez le rendement que vous allez percevoir. Euh, et de toute façon, après, il y a aussi l'immobilier du coup d'entreprise. Et ça, de toute façon, on le reverra par la suite via le véhicule des SCPI. Je reviendrai après. Donc, en résumé, l'immobilier géré, dont vous a parlé Elodie, ben, c'est de l'immobilier où vous avez de la visibilité, hein, c'est un exploitant, ça peut être, comme on le voit sur le programme du bas, ça peut être le groupe Nexity qui va vous payer le loyer. Vous avez une fiscalité qui est intéressante parce que vous pouvez amortir le bien durant la période de détention, parce que aussi vous pouvez récupérer la TVA dès lors que l'exploitant assure les services d'hospitalité traditionnels. Vous n'avez aucun souci de gestion. Et si vous choisissez des petites surfaces, comme par exemple les résidences étudiantes, vous pouvez y accéder à partir de 100 000 euros. Il faut juste faire attention à une chose. Hein, et Elodie vous a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas compter sur l'acquisition que vous allez faire pour pouvoir y habiter un jour. C'est pas prévu pour ça parce qu'il y a un bail commercial. Donc ça, c'est l'exploitant qui est propriétaire de ce qu'on appelle la propriété commerciale. On ne pourrait pas le sortir comme ça s'il respecte les modalités de son bail. Et donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est la solvabilité de l'exploitant. Il y a eu pas mal de problèmes sur ces secteurs notamment sur tout ce qui est EHPAD, résidence de tourisme, et maintenant il commence à y avoir des problèmes sur les résidences seniors. Donc, il faut faire attention à ce que l'exploitant que vous avez choisi soit capable de vous payer dans la durée le loyer. Donc, ça veut dire d'une part que l'exploitant il est solvable, et d'autre part que le loyer qui s'est engagé à payer, il est cohérent par rapport au marché local. Donc, c'est pour ça qu'on a sélectionné, nous, un programme dont il reste encore quelques appartements à vendre, qui est situé à Créteil, à côté de l'université, qui est un programme de résidence étudiante. L'exploitant est solvable puisque c'est le groupe Nexity. La rentabilité, elle est pas aussi élevée qu'on aurait pu l'aimer, mais elle est encore correcte à 3,8% à quelques kilomètres de Paris. Et l'université de Créteil, c'est une université où il y a énormément d'étudiants. Et donc, c'est un marché qui est assez porteur.
Voilà pour l'immobilier géré. Il y a une deuxième manière d'investir dans l'immobilier où là, on aura encore plus de rendement que si on achète en direct et encore moins de soucis. C'est l'immobilier sous forme de SCPI. Expliquez-nous ce que c'est, Élodie. Du coup, donc le dernier véhicule, c'est les SCPI, donc Société collective de placement immobilier. Pour faire un peu le parallèle avec les OPCVM, c'est une société de gestion, pareil, qui va récolter les fonds et qui va investir dans l'immobilier en direct. Donc, il n'y a pas de sujet d'action ou de bourse. Ils vont investir dans un parc immobilier, euh, mais plutôt tertiaire. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est relatif à l'immobilier d'entreprise, que ce soit des commerces, des bureaux, des gros centres commerciaux. Ça peut être aussi sur le domaine de l'éducation, ça peut être sur des entrepôts, de la logistique ou de manière plus récente les data centers. Tous ces véhicules où forcément quand on arrive nous tout seul, c'est que vous n'avez pas des millions d'euros pour investir dans ces investissements. En tous les cas, vous pouvez pas y aller. Donc il en existe à peu près 200 en France et on va avoir vraiment une diversité dans les différentes SCPI qui existent. Donc d'un point de vue sectoriel, il y en a qui vont choisir qu'un seul secteur ou une pluralité de secteurs, je vais y arriver. Et également d'un point de vue géographique. Il va y avoir des CPI 100% françaises, mais également des CPI plus européennes ou internationales. Donc, l'avantage des SCPI, c'est que c'est très accessible. Ça va être souvent on demande 5 parts et le prix de la part, ça va être 200 euros à 1000 euros. Donc là, on est vraiment sur des tickets d'entrée très accessibles. Et l'avantage, si on veut encore plus diversifier, c'est d'investir dans un portefeuille en fait de SCPI différents pour profiter du professionnalisme des différentes sociétés qui existent. Ça, c'est souvent ce qu'on recommande, en tout cas pour pouvoir être le plus diversifié possible. Vu que c'est de l'immobilier en direct, une SCPI ne va pas avoir les mêmes investissements qu'une autre. Donc ça c'est vraiment l'avantage. Et après, en termes de rendement, on ne va pas du tout être sur le même secteur que l'habitation. On ne va pas cibler du 3%. Non, sur le tertiaire, on est plutôt aux alentours de 5 à 8% pour les plus dynamiques. Donc ça, c'est assez intéressant en termes de revenus parce que c'est facile et vous n'avez aucune gestion à faire. Là, pour le coup, c'est vraiment les sociétés de gestion qui gèrent de A à Z, que ce soit de l'achat à la revente, pour vous distribuer des dividendes exceptionnels ou de la location, les travaux, etc., etc., où vous n'avez vraiment rien à faire. Il n'y a pas d'appel de fonds qui sont faits ou quoi que ce soit. Vous investissez dans votre part et après, vous percevez un dividende par trimestre ou de manière mensuelle avec des reportings qui sont disponibles à chaque fois. Ça, c'est vraiment le principe même du fonctionnement. Vous pouvez y investir à crédit aussi également. Donc, c'est assez souple et il n'y a vraiment aucune gestion. Donc ça plaît souvent que ce soit aux non-résidents ou aux Français aussi, soit dès lors qu'on n'a pas forcément les fonds pour investir dans un appartement en tant que tel, soit pour se diversifier ou soit pour percevoir un revenu qui va être quand même assez immédiat pour pouvoir se générer des revenus complémentaires. Concernant les SCPI françaises, il y a quand même une fiscalité, on va passer assez vite dessus, mais vu que c'est de l'immobilier, vous allez quand même avoir une taxation forfaitaire entre 20 à 30% et des prélèvements sociaux de 17,2. Vu que la fiscalité va être vraiment par rapport où est situé l'immobilier. Donc là, vous n'y échappez pas. Donc, ce qui est plutôt intéressant, c'est plutôt s'orienter sur des SCPI 100% européennes. Là, la fiscalité va être plus douce et donc des revenus qui vont être un peu plus élevés. Alors, en parlant de SCPI européennes, il y en a une qu'on aime bien, mais il y en a plein qu'on aime, hein, mais il y en a une qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui parce que c'est un peu la plus connue, c'est le vaisseau amiral. C'est la première qui a été créée avec une vocation européenne, elle s'appelle Corum Origine. Donc, la société Corum, on la recommande. On aime bien parce que
Quorum Origin, c'est la première qui a été créée par la société de gestion. Elle a été sortie en 2009, donc ça permet via le graphique à droite de pouvoir avoir aussi un historique. Même si les performances passées ne préjugent pas des résultats à venir, ça permet quand même d'avoir une vision sur le style de gestion et comment est-ce qu'ils arrivent à gérer leur parc immobilier dans le temps. Donc il y a un rendement qui est quand même assez résilient, entre 6 et 7%. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas eu de grosse, en tout cas, de perte, enfin une baisse du dividende, donc ça veut dire que c'est bien loué. Et également, vous avez aussi le prix de part qui va augmenter parce que forcément, c'est un parc immobilier. Il va y avoir 2 revalorisations à peu près dans l'année où il y a une expertise qui est faite. Parce que c'est pas comme en bourse où on peut savoir le prix de l'action à la minute. Là, forcément, c'est un parc immobilier, donc il faut des expertises spécifiques et il peut se revaloriser dans le temps. Donc, et on voit que, alors c'est pas systématique, hein, c'est pas parce que le parc immobilier augmente qu'ils augmentent mécaniquement le prix de la part, mais dès lors que ça dépasse en tout cas une certaine valorisation, notamment ces 10%, ils sont dans l'obligation d'augmenter le prix de part. Mais ils peuvent le faire, on va dire, de manière assez intelligente et c'est ce qu'ils font. Et du coup, on voit que petit à petit, le parc immobilier s'est bien valorisé. Donc, vous avez en même temps votre patrimoine qui augmente, comme un appartement qui peut fluctuer dans le temps, avec un montant de dividende qui reste cohérent et résilient dans le temps. Et voyez, à titre d'illustration, si vous prenez contact avec Elodie, si vous avez 30-40 000 euros à investir sous forme de SCPI, Elodie, elle vous constituera un portefeuille autour de Quorum Origin, qui est un peu le socle, parce que c'est celle sur laquelle on a le plus de visibilité, mais elle peut rajouter la SCPI Sofidy Pierre Europe, qui est une, Sofidy, c'est la plus grande société de gestion immobilière en France, et on travaille pas mal avec eux, on a assez confiance en eux. Et puis 2 petites SCI de création plus récente qui vont capter des rendements qui sont aujourd'hui beaucoup plus élevés sur les marchés, comme elles n'ont pas d'encours à gérer. Par exemple, la SCPI Comet ou la SCPI Sogénial Cœur d'Europe, là, vous pouvez avoir des espérances de rendement brut d'impôt à 7-8%. Donc, vous voyez, vous aurez comme ça un portefeuille diversifié qui vous permet d'être présent sur toute l'Europe et avec un rendement net de fiscalité potentiel, les performances passées ne préjugeant bien évidemment pas des performances futures, mais vous pouvez espérer net d'impôt 5 à 5,5%. Voilà pourquoi ça nous paraît être une solution assez intéressante pour combiner un minimum de risque et un rendement correct. Elodie m'a laissé la parole pour vous présenter les placements alternatifs. Elle nous dira peut-être un mot de CVE parce qu'elle connaît bien CVE. Les placements alternatifs, on appelle placements alternatifs, enfin tous ceux qui ne consomment pas l'immobilier et qui ne sont pas cotés sur des marchés organisés. Donc celui que vous connaissez le mieux, je pense, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc vous avez des plateformes qui sont spécialisées pour aller chercher l'argent des épargnants et leur proposer soit du capital, soit souvent de la dette. Et donc cette dette, elle va générer normalement des revenus et vous pouvez avoir envie de vous positionner sur ces opérations-là. Donc nous, on n'est pas plateforme de crowdfunding, on est assez sollicité pour travailler avec eux, ce qu'on fait quasiment pas, pour 2 raisons. Parce que d'une part, ça prend beaucoup de temps. On trouve que les dossiers sont souvent analysés de manière un peu opaque. En tout cas, pour avoir accès à l'information, ça nous prend beaucoup de temps. Et on a l'impression qu'il y a une asymétrie d'information entre le dirigeant qui est à la recherche de capitaux et l'épargnant qui, lui, va essayer de les investir. Le dirigeant, il a toujours un coup d'avance et il va toujours essayer d'obtenir d'offrir le moins de rendement possible ou de se diluer le moins possible en faisant appel à l'épargne du particulier. Il y a 2 types de placements en crowdfunding. Il y a pour schématiser, hein, le financement immobilier. Financement immobilier, c'était très à la mode il y a quelques années. Vous accompagnez un promoteur qui avait besoin de capitaux pour pouvoir mener à bien une opération immobilière. Schématiquement, ça se passait comment? Le promoteur allait voir sa banque lui disait, je veux bien vous prêter, mais il faut que vous injectiez 15% ou 20% du montant prévisionnel de l'opération en fonds propres. Le promoteur, il n'avait pas forcément les 20%.
où ils trouvaient que c'était plus rentable de payer un crédit complémentaire sous forme de crowdfunding à des épargnants particuliers. Et donc, ils faisaient appel à une plateforme de crowdfunding. Les 20% de fonds propres étaient apportés par les épargnants. Et une fois que l'opération était débouclée, la banque était remboursée et l'épargnant était aussi remboursé. Évidemment, ça fonctionnait plus ou moins bien avant la crise immobilière, mais depuis 2022 et depuis la remontée brutale des taux d'intérêt, le financement immobilier sous forme de crowdfunding, c'est un peu sinistré. Il y a beaucoup de défauts, hein, et plus de la moitié des crédits sont en défaut, même encore plus, parce que les plateformes communiquent pas très bien là-dessus. Il y a encore des financements qui se montent sous cette forme-là aujourd'hui. On n'est plus sur de la promotion parce qu'il n'y a plus beaucoup de marché, on est plutôt sur des opérations marchand bien. Une opération marchand bien, on va vous dire c'est bien parce que vous avez un actif, il est pas à construire, il existe, il est juste à rénover. C'est pas faux. Simplement, dans une opération immobilière sous forme de promotion, vous avez ce qu'on appelle la pré-commercialisation, c'est-à-dire quand vous vous engagez dans une opération, vous savez que la moitié du programme est prêt commercialisé, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs les défaillances qu'on a connues. Dans une opération marchand bien, vous ne pouvez pas pré-commercialiser et donc vous prenez quand même le risque de non-commercialisation. Il faut bien sélectionner l'opération et être sûr qu'il y a une demande latente qui est importante. Deuxième catégorie en crowdfunding, c'est tout ce qui est start-up ou sociétés qui ont été plus ou moins créées récemment. Donc là, vous avez un risque hein, parce que les start-up, il y en a beaucoup qui déposent le bilan. Et puis en plus, le dirigeant, il va essayer de tirer au maximum la couverture à lui, soit en vous payant des intérêts qui sont un peu déconnectés de ce qu'il pourrait avoir auprès de sa banque. Donc il va vous offrir des rendements qui soient assez faibles. Soit si c'est du capital, il va essayer de faire en sorte que la valorisation intrinsèque de son entreprise soit très élevée. Et comme vous n'avez pas forcément les moyens d'analyser quelle est la vraie valeur de l'entreprise, vous risquez d'avoir du mal à récupérer votre argent au moment où vous souhaiterez sortir. Voilà pourquoi on est à moitié convaincu par le crowdfunding. Donc, on vous a sélectionné quelques placements que nous, on propose à nos clients pour vous donner un petit peu une idée de ce que ça peut être pour nous un placement alternatif. Donc, on propose essentiellement de la dette privée d'entreprise. Évidemment, les solutions qu'on propose à nos clients, elles dépendent de l'offre à un instant T. Donc, aujourd'hui, on vous a proposé deux solutions qui sont en cours de commercialisation. Dans 6 mois, ce ne sera pas forcément les mêmes. La première, ce sont des obligations qui sont émises par une société par un groupe qui s'appelle CVE. CVE, c'est un producteur indépendant français d'énergie renouvelable. Donc, il est spécialisé sur le solaire, mais il fait également du biogaz et un peu d'hydrogène. Pourquoi on aime bien cet opérateur? D'abord, c'est un opérateur qui est dans le top 10 des producteurs d'énergie renouvelable en France. 885 mégawatts, ça vous parle peut-être pas, mais il y a quand même, encore une fois, ça le passe aussi sous 7e rang français, ce qui est pas mal, hein, parce que dans ce devancier, il y a des sociétés comme Neoen ou comme EDF Énergie Renouvelable qui valent énormément d'argent. Ce qui nous plaît bien, c'est qu'il a convaincu un fonds d'infrastructure international d'investir 200 millions à son capital. 200 millions, c'est pas rien. Et le fonds en question, c'est ICG. Il a une renommée qui est assez forte sur les marchés de private equity. L'entreprise est certifiée B Corp, donc ça c'est une certification qui est assez difficile à obtenir et qui signifie qu'il respecte un maximum d'engagements environnementaux, ce qui est une bonne chose quand on intervient sur le marché des énergies renouvelables. Donc, vous voyez les chiffres et surtout, on vous a mis les graphiques. Vous voyez que la progression de l'activité est assez rapide. Il dépasse en 2024 les 100 millions de chiffre d'affaires. Il a 110 millions. Il a une rentabilité opérationnelle d'exploitation qui est maintenant de 51 millions, quasiment 51 millions d'euros. Et il continue à développer son parc, ce qui est normal, hein, puisque c'est une société qui a pour objet de saisir les opportunités offertes aujourd'hui par les marchés d'énergie renouvelable. Alors, vous pouvez vous inquiéter parce que Trump, il est pas forcément favorable à ce type d'énergie. Il faut savoir quand même, regarder ce qui se passe en Espagne où le CVE est en train de s'implanter. Le coût de production de l'énergie solaire en Espagne, il est aujourd'hui
plus faible qu'en France. Ça veut dire que l'énergie solaire aujourd'hui, c'est une énergie qui est compétitive, sans subvention, dans des endroits où il y a du soleil. Et donc, c'est pas un hasard si CVE, c'est comme vous le voyez sur le graphique qui est en haut à gauche, c'est pas un hasard si CVE s'est positionné en Espagne, au Chili et en Afrique du Sud. Et dans les États où il y a du soleil aux États-Unis. Donc aujourd'hui, l'énergie solaire, ça ne vit pas de subvention, ce qui est moins le cas du biogaz. Hein. Alors la société continue à une rentabilité nette négative parce qu'elle est encore dans une période de développement intensif, comme Doctolib dans un autre domaine. ICG espère que d'ici 2028 ou 2029, le développement de la société CVE lui permettra de revendre ses parts avec une plus-value significative. Voilà, en quelques mots, CVE, Elodie pourrait vous en dire beaucoup plus parce qu'elle connaît très bien la société. Alors CVE, il y a 4 types de financement. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on vous a dit pour le crowdfunding, c'est-à-dire que le modèle de financement de CVE, il faut bien comprendre comment ça marche. Ils vont d'abord voir leur banque. La banque, elle va dire, vous avez une opération qui fait 1 million d'euros, je vais vous prêter 700 000 euros. Donc ensuite, ils vont affecter une partie des fonds propres qui a été apportée par ICG et par d'autres fonds de private equity pour compléter une partie du financement. Et puis ensuite, ils vont faire appel aux clients que nous, distributeurs, on peut leur présenter et ils vont leur offrir une rémunération intermédiaire entre ce qu'attend le fonds de private equity, qui lui a investi en capital et peut tout perdre, donc il va demander 15 à 20% de rentabilité, ce qui coûte très cher au groupe CVE, et la banque qui va demander 5 ou 6%. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver avec des financements de 7 à 8% sur des durées qui vont de 2 à 5 ans. Et avec des objets divers, vous pouvez intervenir soit au niveau de la holding, soit au niveau des sociétés filiales, par exemple celle qui intervient sur les opérations de centrales solaires en France. Vous avez un rendement qui est de 7 à 8% en fonction des obligations que vous choisissez. Et vous pouvez investir à partir de 5 000 euros sur les obligations les plus simples. Et vous pouvez monter jusqu'à 125 000 euros si vous souhaitez beaucoup de souplesse, un peu plus de rendement et pouvoir sortir de l'obligation à partir de l'année 2. Ça, c'est le cas de CVE Solar Limited 2025. Dernier élément avant de passer à une autre forme de dette privée, le groupe CVE, il a fait appel il y a quelques mois à un nouveau fonds de private equity qui a investi uniquement dans l'activité biogaz et qui est le groupe BNP Paribas. Donc ça nous rassure parce que c'est toujours intéressant qu'un fonds de private equity qui arrive avec un œil neuf sur un nouvel investissement valide quelque part le projet du groupe dans lequel on a invité nos clients à investir. Voilà pour le groupe CVE. Très rapidement, parce qu'on est en train de déborder, on voulait vous parler d'une autre opération qu'on a validée la semaine dernière et qui viendra à échéance d'ici une dizaine de jours. C'est une société beaucoup plus petite qui s'appelle les Blanchisseries de Paris, qui, comme son nom l'indique, réalise des prestations de blanchissage pour des sociétés qui sont dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration ou des hôpitaux. Donc ça, c'est un peu comme Elis, hein, si vous voulez qu'on schématise. C'est un petit Elis parce qu'il fait 13 millions de chiffre d'affaires. Il a été créé il y a une dizaine d'années, donc c'est une société qui est vraiment de création récente, qui est portée par un management qui est dynamique. Donc, ce qui nous plaît dans cette société, c'est que on comprend pourquoi elle a besoin de capital. Elle a besoin de capital parce que il faut d'une part que elle achète tout le matériel qui sert à la blanchisserie. Les hôtels, les restaurants, les hôpitaux lui imposent maintenant d'acheter et lui louent le matériel. Donc, elle est obligée d'avancer l'argent pour financer ces investissements-là. Et ensuite, les contrats qu'elle signe sont des contrats sur 3-4 ans. Donc, la société va être obligée d'investir pas mal d'argent pour conquérir ces contrats. Et une fois qu'elle les a, elle sera rémunérée sur 3 ou 4 ans. Donc, vous voyez que c'est par nature un modèle où on va consommer du cash, de la trésorerie. Et c'est normal qu'on fasse appel à des financiers externes pour financer son plan de développement. Donc, la société
s'est développée très rapidement. Elle a une rentabilité d'exploitation qui est positive. Elle s'est un petit peu effritée en 2024 parce que les charges de personnel ont augmenté. Elle a fait des légères pertes nettes, mais qui sont tout à fait cohérentes par rapport à son plan de développement. Elle avait une structure financière un peu déséquilibrée lorsque les derniers bilans ont été clôturés au 30 mars. Et depuis, pour les rééquilibrer, elle a fait appel à un fonds qu'on connaît qui s'appelle Odyssey Venture, qui est un fonds sérieux. Donc lui aussi, il a validé le projet de la société, le projet de développement de la société. Et ce qu'elle souhaite, pourquoi elle souhaite obtenir aujourd'hui un crédit d'1,5 million qu'on peut proposer à nos clients, c'est parce que elle doit refinancer des travaux qu'elle a déjà réalisés. Surtout, elle doit acquérir une blanchisserie en Bourgogne. Donc, c'est un projet de croissance externe qui est soutenu par les fonds, le fonds qui vient d'investir. Et ce projet est intéressant parce qu'il rapporte 8,5% et que le crédit est amortissable. Il est sur 5 ans, mais vous commencez à être payé au bout d'un mois. Donc, rapidement, vous réduisez le risque et vous obtenez une rentabilité qui est sympathique, puisque si vous investissez 10 000 euros, vous aurez 205 euros bruts par mois pendant 60 mois. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la blanchisserie de Paris, juste pour illustrer ce qu'on peut avoir comme type de rendement quand on est sur des montants plus importants. Vous avez déjà entendu parler certainement de ce qu'on appelle les club deals. C'est un terme un peu à la mode qu'on n'aime pas trop, nous, et on n'en propose pas beaucoup à nos clients. Mais l'idée du club deal, c'est quoi? C'est qu'on réunit plusieurs investisseurs relativement fortunés sur un projet bien identifié. C'est souvent un projet immobilier. Et donc, on va lever l'argent qui correspond à la réalisation de ce projet. Et une fois que le projet est terminé et que la plus-value a été matérialisée, on va redistribuer l'argent aux personnes qui avaient investi. Ça, c'est le principe du club deal, très schématique. L'avantage, ben, c'est que on sait dans quoi on investit. Il y a moins de frais que dans un fonds traditionnel. L'inconvénient, c'est que, bah, évidemment, il n'y a pas de liquidité, mais souvent, c'est des placements qui ne sont pas sur une durée très longue. Et évidemment, bah, vous allez, la contrepartie du fait que vous savez dans quoi vous investissez, c'est que vous avez un risque de concentration de votre investissement sur un seul actif, contrairement au SCPI dont vous a parlé Élodie tout à l'heure. Alors, pour générer des revenus récurrents, c'est un peu compliqué, parce que souvent, c'est des projets de court terme. Mais par exemple, on a un partenaire américain qui nous a présenté une opération en Floride qui consiste à faire un pré-relais sur un centre commercial. Et là, vous pouvez espérer des rentabilités nettement supérieures à 10%. Simplement, il faut au minimum 250 000 dollars pour investir. C'est réservé à des souscripteurs professionnels, ou alors il faut mettre l'investissement dans un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Donc c'est compliqué, mais si on choisit bien, ça peut rapporter. Alors on vous a fait une petite synthèse de tout ce qu'on vous a dit ce soir, pas ce soir, ce midi, pour nous en tout cas à Paris. Donc vous voyez, on va retrouver un peu tout ce qu'on avait dit. Les actions de rendement, vous pouvez espérer plus 5 que 7% quand même. Vous avez 3 véhicules pour investir, le Contit, l'assurance France et l'assurance vie luxembourgeoise. Elodie vous a dit comment ça se passait. Les OPCVM par distribution, vous avez la possibilité de choisir le véhicule, la zone géographique, le type d'obligation dans lesquelles vous allez investir et vous avez les revenus. Ensuite, l'immobilier en direct, là il faut compter au minimum 100 000 euros pour les chambres étudiantes. L'immobilier SCPI, j'espère qu'Elodie vous a convaincu, elle a un vrai savoir-faire sur les SCPI européennes. Obligations privées, CVE, c'est accessible, c'est ouvert aux Français de l'étranger. Au nominatif, ça veut dire que vous êtes dans les livres de la société CVE, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte titre, vous n'avez pas besoin d'un contrat d'assurance vie, comme les SCPI. Hein. Et les obligations convertibles des blanchisseries de Paris, même schéma, mais vous avez un peu plus de rentabilité parce que la société est quand même de taille un peu plus réduite, hein, donc c'est normal que vous ayez un risque qui soit un peu plus supérieur. Et si vous avez beaucoup d'argent, contactez Elodie pour qu'on puisse parler club deal. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur les placements alternatifs, générateurs de revenus. Donc vous en avez un peu plus que sur les placements qui ne sont pas alternatifs, mais vous avez moins de liquidité, vous avez peut-être un peu plus de risques. Alors, Elodie, pourquoi il faut que nos auditeurs ils vous contactent pour travailler avec Maubourg Patrimoine? On voulait vous présenter rapidement le cabinet. Maubourg Patrimoine, c'est un cabinet qui existe depuis une quarantaine d'années.
et qui finalement va être assez généraliste. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas avoir une spécificité, mais au contraire, on va vraiment pouvoir vous accompagner et essayer de répondre au maximum sur toutes les problématiques de votre patrimoine. Donc, on va avoir autant un service plutôt d'investissement financier, un service plutôt d'investissement immobilier et surtout d'ingénierie patrimoniale pour pouvoir prendre en compte, au-delà de l'investissement en tant que tel, de ce qu'on peut faire, de prendre en compte votre situation et d'essayer aussi, d'un point de vue fiscal ou de votre situation personnelle ou professionnelle, de pouvoir vous accompagner. On a une équipe d'à peu près une dizaine de personnes avec à peu près 300 millions d'actifs sous gestion. Donc, on est, on n'est pas parmi les plus gros et pas parmi les plus petits de la place, mais on ne veut pas forcément s'étendre plus parce que 10 personnes, c'est déjà pas mal et ça, on arrive à bien s'harmoniser, à bien suivre nos clients. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur votre parcours. Non, juste, ouais, j'ai voulu, c'est pas pour faire de la gonflette, mais juste pour vous dire que ben, moi, comme beaucoup de personnes avec qui on travaille, on a quand même un peu d'expérience. Et les produits dont on vous parle, de private equity, d'immobilier, de placement financier, on les a connus dans des vies antérieures. Moi, j'ai été directeur d'un fonds d'investissement en private equity après la crise financière. J'ai participé à la création d'une banque qui à l'époque s'appelait la compagnie 1818 et qui aujourd'hui s'appelle Natixis Wealth Management. Et auparavant encore, je faisais de l'immobilier au sein du Crédit Foncier. Donc, quand on vous présente tous les placements dont on vous a présenté ce soir, on les connaît depuis longtemps et on sait, on espère en tout cas, savoir sortir le bon grain de livret. Élodie, ben maintenant vous la connaissez. Dites-nous deux mots de votre parcours, Élodie. Ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je travaille. J'ai commencé une expérience plutôt en banque privée en France chez BNP Paribas pendant quelques années. Et après, j'ai monté mon cabinet de gestion de patrimoine pendant quelques années aussi, avant d'avoir l'opportunité de rejoindre Montbourg. Alors, on a d'autres personnes qui sont spécialisées aussi sur la clientèle des Français qui habitent à l'étranger. Monsieur Ngimbi, lui, il est plutôt spécialisé sur la clientèle qui réside en Afrique et en Amérique latine. Monsieur Pio-Roland, c'est notre représentant au Portugal. Il est spécialisé sur la clientèle qui réside au Portugal. Et Aline Souza, elle s'occupe de tout ce qui est santé et prévoyance. Si vous avez des interrogations, si vous voulez faire auditer votre situation, vous avez son adresse mail, n'hésitez pas à la contacter. Il est tard, donc on va essayer de conclure rapidement. Juste pour vous rassurer, je crois, puis vous montrer un petit peu ce qu'on fait. On vous a mis tous les métiers qu'on exerçait, et puis toute la réglementation qui régit les métiers qu'on exerce et qui nous contrôle. Vous voyez, on peut être courtier en assurance, donc ça c'est ce qui permet de vous parler d'assurance vie, ce qui nous permet aussi de vous assurer pour votre prévoyance et pour votre santé. C'est ce qui permet aussi de ce qu'on fait, de vendre des collectives santé et prévoyance aux entreprises ou faire leurs assurances de construction. Donc ça, c'est un métier qui s'appelle courtier en assurance, qui est régi, qui est surveillé par la CPR. Ensuite, on a deux autres métiers qui sont supervisés par l'autorité des marchés financiers. C'est le métier de conseiller en investissement financier. Donc ça, c'est ce qui nous permet de vous proposer des placements en private equity, en SCPI, en compte titre. Et c'est ce qui nous permet aussi d'être intermédiaire on a un deuxième statut régi par l'AMF qui est intermédiaire en opération de banque et de services de paiement. Ça, c'est ce qui nous permet, pour schématiser, de vous proposer des solutions de crédit, y compris à des Français qui résident à l'étranger. Dernier métier, avant de conclure, c'est le métier d'agent immobilier. Donc, Élodie vous a parlé d'une opération à Créteil, gérée par Nexity. Donc ça, il faut une carte immobilière pour pouvoir vous la proposer. Cette carte, on l'a et elle est délivrée par la Chambre de commerce de Paris. On a aussi des solutions en viager et des solutions et il nous arrive de vendre aussi des boutiques ou des immeubles de bureaux ou des appartements pour le compte de nos clients. Voilà un petit peu notre activité très schématisée. On est présent à Paris, Élodie est à Valence, on est aussi sur la Côte d'Azur. Si vous voulez venir nous voir, nos bureaux, ils sont à côté de l'Arc de Triomphe, vous les voyez d'ailleurs, ils sont en photo. Comme on a été très long,
ce que je vous propose, si vous avez des questions à nous poser, vous utilisez non pas la fonction chat, mais la fonction question-réponse sur le logiciel Zoom. Sinon, Elodie m'a promis de vous envoyer les slides de présentation, de Et vous le envoyer replay. le replay du webinaire que vous venez d'écouter. Elle vous enverra aussi ses coordonnées pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec elle, soit en visio, soit dans ses bureaux. Et sinon, vous pourrez lui envoyer des mails. Exactement. Voilà, Elodie, on attend pour voir s'il y a des questions, mais aujourd'hui, nos auditeurs ne sont On pas très tout compris. interrogatifs, on a été très clair sûrement. Elodie, je vous remercie. Je vous dis à tous merci de votre patience, hein, parce que ça a été un peu long et un peu technique. J'espère qu'on vous a intéressé. On vous dit à très bientôt. Et ben, on va conclure ce webinaire. Ouais. Merci Merci Elodie. beaucoup. Merci.